Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir pour cette 36e émission de Et si on parlait de sport avec Laurent Garnier. Nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour Laurent. Bonjour Pauline. Bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Clara, Norbert et Nils, qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 36e émission, nous accueillons en première mi-temps Michel Closier, qui est le président du comité départemental de Haute-Garonne de rugby à 13, Sébastien Vuillon, qui est responsable de la détection et de la performance, François Gary, responsable du sport santé, Lionel Garrigue, qui est responsable du développement universitaire, Jérôme Azebedo, cadre technique sportif de la Fédération française de rugby à 13. Et en deuxième mi-temps, nous recevrons la présidente Sabine Salmon, présidente du comité départemental handisport de Haute-Garonne, ainsi qu'Alexis Sauvage, qui est salarié chargé du développement du comité départemental d'handisport, qui seront présentes auprès de nous. Nous accueillons aussi Didier Don, qui est coach professionnel, et Bernard Pujol, chroniqueur et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Au programme de l'émission, en première mi-temps, nous vous parlerons de rugby à 13, né en 1895 dans le Yorkshire, à la suite d'une scission des clubs du nord de l'Angleterre avec la fédération de rugby à 15. La fédération de rugby à 13 a codifié un nouveau jeu de rugby à 13 joueurs à partir de 1906. Son histoire, ses règles spécifiques et son format de jeu, c'est ce que nous vous proposerons de découvrir. Et en deuxième mi-temps, nous aborderons le handisport, pratique sportive destinée aux personnes en situation de handicap physique ou sensoriel. Le handisport offre une grande diversité de disciplines. Ses activités permettent aux athlètes de développer leurs compétences physiques, de participer à des compétitions et de vivre une expérience enrichissante sur le plan personnel. Mais avant ce coup d'envoi de cette 36e édition, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport? Avant-match. Et oui, tout de suite, les principaux résultats sportifs de cette semaine avec Pauline. Oui, on va commencer avec le biathlon et les championnats du monde à Nové Mesto en République tchèque. Les Bleus en or lors du relais mixte. Au terme d'une course renversante, les Français Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Justine Brézaboucher et Julia Simon ont été sacrés champions du monde mercredi dernier devant la Norvège et la Suède. Chez les femmes, quadruplé historique des Françaises sur le sprint individuel. Julia Simon en or, Justine Brézaboucher 2e, Lou Jean Monod 3e et Sophie Chauveau 4e complète la performance collective. 3e médaille d'or et 2e sacre individuel pour Julia Simon qui a été impériale lors de la poursuite des championnats du monde ce dimanche en République tchèque. Justine Brézaboucher termine 3e. Et chez les hommes, en revanche, les Bleus sont loin du podium. 18e titre du champion du monde pour le Norvégien Johannes Bö, vainqueur de la poursuite. Les Bleus ont grandement manqué de précision devant les cibles. Fabien Claude, premier français, termine 10e. Et on va passer donc au ski alpin avec la Coupe du Monde. Et alors par contre là, c'était un triste spectacle dimanche à Bansko en Bulgarie, où le slalom a été purement et simplement annulé après le passage de 31 coureurs en première manche avec des raisons climatiques détestables. Par contre, Clément Noël avait pourtant lui signé le meilleur temps provisoire. Et en combiné nordique et la Coupe du Monde, Lena Brokar a fini 8e du combiné nordique en Coupe du Monde à Otepää en Estonie. 9e après le saut, la Française a gagné une place sur les skis, finissant tout de même loin derrière le duo de tête Ida-Maria Gunn et Marie Lennan. On passe au ski cross avec la Coupe du Monde en Géorgie et le 3e la veille, Marielle Berger-Sabatel a décroché un nouveau podium en Coupe du Monde dimanche à Bakuriani en Géorgie. La Française a pris la 2e place derrière la Canadienne Marielle Thompson. Et parlons hockey sur glace et le tournoi des 4 nations féminins. Après avoir battu la Slovaquie, l'équipe de France a récidivé en s'imposant face à la Norvège 2-1 au tournoi des 4 nations de Bratislava en Slovaquie. On passe au tennis avec enfin une victoire d'un Français au tournoi ATP 250 de Marseille. Extrêmement impressionnant, Hugo Humbert a conquis à Marseille son 5e titre en autant de finales. Le Messin a dominé en 2-7 le Bulgare Grigor Dimitrov 6-4, 6-3 et il sera 18e au prochain classement ATP. Et cette fois en athlétisme et le meeting de Liévin au Pas-de-Calais, une semaine après être devenu le 2e performeur français de l'histoire du 3000 mètres à Metz, le champion d'Europe de cross Jan Schreub
enchaîné avec un succès sur le 5 km de Monaco en 13 minutes et 22 secondes. Azzedine Habs remporte le 1500 mètres du meeting en salle de Liévin samedi en portant le record de France de la spécialité à 3 minutes et 34 secondes. Chez les femmes, Agathe Guillemot a porté à 4 minutes et 4 secondes le record de France en salle du 1500 mètres en terminant 7e de sa course samedi lors du meeting de Liévin. Et lors du meeting d'Adélaïde en Australie, Thomas Jordi a remporté le 400 mètres du meeting en plein air d'Adélaïde en 45 secondes 52. Il s'est imposé devant un autre Français, le vice-champion du monde du 4x400 mètres, Théo Andan, qui s'est classé 2e. On passe à la natation avec les mondiaux de Doha. Le nageur chinois Pan Zhanle a battu le record du monde du 100 mètres ce dimanche aux mondiaux de Doha lors du relais 4x100 mètres. Auteur d'un chrono de 46 secondes 80, il améliore l'ancien record de 6 centièmes. C'est la première fois qu'un Chinois glane le record du monde du 100 mètres, nage libre, discipline phare de la natation. Et en volleyball, la Marmara Spike League, en ouverture de la 20e journée, Toulouse a battu le leader Chaumont en 3-7. Montpellier s'est lui incliné 3-7-0 sur le parquet de Paris. Il s'agit de la 4e défaite des Montpelliérains sur leurs 5 derniers matchs à l'extérieur. 7 s'est imposé face à Saint-Nazaire 3-2 et Nice a pris 3 points à domicile face à Narbonne en l'emportant 3-0. On change de ballon et on passe au handball avec l'Iki Molly Star League. L'équipe surprise de ce début de saison, Limoges, a su confirmer sa dynamique et s'afficher comme un prétendant de taille à la course à l'Europe sur le terrain des Phoenix de Toulouse. Les deux formations se quittent sur un score de parité 29-29. Et en water-polo, cette fois, il est championnat du monde à Doha au Qatar. Comme à Fukuoka l'an dernier, l'équipe de France de water-polo s'est qualifiée dimanche pour les quarts de finale des championnats du monde en battant 11-8 l'Australie. Prochain défi, la Hongrie en quart de finale. Voilà, on sort de l'eau et on revient sur les terrains avec du football. En Ligue 1, Nantes a fait preuve d'abnégation face à des Toulousains qui ont réduit l'écart dans les dernières secondes du temps additionnel. Les Violets ont réagi trop tardivement et concèdent une 3e défaite de rang à domicile, 1-2. Lyon renverse Montpellier 2-1 et arrache un précieux succès dans la lutte pour le maintien. Et terminons ces résultats de la semaine avec du rugby et le tournoi Destination. Les Bleus s'imposent dans la douleur à Murrayfield face à l'Écosse 16-20. Samedi en ouverture de la 2e journée Destination, le 15 de France l'emporte difficilement et signe sa première victoire de ce tournoi après sa défaite inaugurale face à l'Irlande 17-38 la semaine précédente. Menée pendant une grande partie du match, l'Angleterre a finalement renversé le Pays de Galles samedi 16-14 et enchaîne une 2e victoire d'affilée. Et net succès bonifié 36-0 des Irlandais face à l'Italie dimanche après-midi à Dublin, 6-0 pour clore la 2e journée et occuper seule la première place au classement. Et en Pro D2, Béziers sort victorieux face à Montauban 34-37. Montauban se console avec le point de bonus défensif pour se caler en milieu de tableau. Colomiers s'impose sur sa pelouse contre Dax 30-17 et enchaîne pour la première fois depuis novembre dernier 2 succès consécutifs. Et merci Pauline pour ces résultats. Place à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 où nous vous proposons 100 ans de Jeux Olympiques de 1924 à 1952. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès, avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024, accompagnée de Bernard Pujol et Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pauline. Bonjour. Dans les prochaines chroniques, nous vous proposerons un survol de 100 ans de Jeux Olympiques de 1924 à 2024. Et aujourd'hui, dans cette première partie, on va débuter avec les Jeux de 1924 à 1952, une période douloureuse pour ces années olympiques de 1924 à 1952, sur fond de crise économique et de guerre marquée par divers événements et moments historiques. Dans ces chroniques, voici quelques faits saillants que nous avons extraits de ces années olympiques. Bernard, est-ce que tu peux nous parler des Jeux de 1924 qui se sont déroulés à Paris ? Avec grand plaisir. C'est le retour à Paris des Jeux Olympiques, puisque nous avions relaté l'édition de 1900. L'édition de 24 est une édition du 20e anniversaire des Jeux Olympiques dits modernes, qui a vu l'introduction du serment olympique par les athlètes, que nous avions également lu, le début de la participation de l'Union soviétique, les derniers jeux du cher baron Pierre de Coubertin et la dernière apparition du rugby à 15, sanctionnée suite à la finale violente face aux États-Unis. Sur le plan sportif, ces jeux consacreront le plus grand nageur du début du siècle, Johnny Weissmuller, que les dames ont bien visualisé. Et il fut triple champion olympique, médaille d'or sur 100, 400 et le relais 4 fois 200 mètres, le bronze avec l'équipe de water-polo. Il incarnera, vu sa beauté et son physique, plus tard, le célèbre Tarzan,
Avec son cri aussi, Bernard. Ah oui, vous voulez que je le fasse, Laurent? Écoute, oui, c'était peut-être pas tout à fait le même, mais on parle bien du Tarzan de l'époque. Oui, vous m'en excuserez. Sans oublier, sans transition de l'eau vers la terre, l'incomparable Paavo Nurmi, qui a marqué l'histoire lors de ces Jeux en devenant le premier athlète à s'attribuer 5 médailles d'or à une seule édition de Jeux. De Paris, nous passons aux Pays-Bas, cher Laurent. Alors, Pays-Bas, on est à Amsterdam, des Jeux Olympiques qui ont lieu dans un contexte particulier entre les deux guerres, puisqu'on est en 1928, avec une crise économique mondiale terrible en toile de fond. Et malgré tout, les Pays-Bas ont réussi à organiser des Jeux mémorables, qui a laissé une empreinte durable sur les Jeux Olympiques. Malgré tout cela, il y a eu quand même des incidents diplomatiques lors de la cérémonie d'ouverture entre la France et l'Allemagne, qui était de retour après 16 années d'absence. Une arrivée contestée des femmes en athlétisme qui a été reprochée en une horreur. Je cite, leur participation est un affront majeur à la grandeur et à la pureté originelle de l'athlétisme. C'était les pensées du moment. No comment. La flamme olympique, c'est lors de ces Jeux que la traditionnelle flamme olympique a été instaurée pour la première fois. La flamme a été allumée à Olympie en Grèce et transportée jusqu'à Amsterdam par un relais. On va passer sur le plan sportif. C'était quand même une belle édition avec l'introduction de nouveaux sports aux Jeux, notamment le handball et le tir à l'arc. Betty Robinson en or, la lycéenne américaine de 16 ans, s'offre une première médaille d'or du 100 mètres féminin. La suite de son histoire est un digne roman. Je vous encourage à aller lire toute cette belle histoire de cette jeune femme dans ce fameux livre qu'on vous a présenté la fois dernière, Les 100 ans de Jeux Olympiques. Et on va passer de 1928 à Los Angeles, aux États-Unis. C'était assez particulier, il fallait traverser l'Atlantique. Et oui, c'est en 1932 que ça se passe dans un contexte économique difficile. Ces Jeux de 1932 ont eu lieu pendant la Grande Dépression, une période de crise économique mondiale. Malgré cela, les États-Unis ont réussi à organiser les Jeux. En raison des coûts de voyage élevés, de nombreux pays européens ont choisi de ne pas participer à ces Jeux. Seulement 37 nations se sont déplacées. Nous pouvons tout de même relever un succès populaire avec 100 000 personnes qui ont assisté à la cérémonie d'ouverture, voulue et encouragée par le New Deal décrété par le président Roosevelt suite à la crise financière de 29. Des stars étaient également bien là avec Gary Cooper, Buster Keaton, Charlie Chaplin et bien d'autres. Et les Jeux de 1932 ont été les premiers à introduire plusieurs innovations techniques telles que l'utilisation du chronométrage électronique pour les épreuves d'athlétisme. Sur le plan sportif, les États-Unis ont dominé les Jeux, remportant un grand nombre de médailles d'or. L'athlète américaine Babe Didrikson a particulièrement brillé, remportant 2 médailles d'or en athlétisme, en javelot et lors du 80 mètres et. Triplé gagnant pour les Français après Louis Austin et René Duverger. Raymond Suvigny a apporté une 3e médaille d'or à l'haltérophilie tricolore. La France termine première au classement des nations. Et il y a aussi Paavo Nurmi et Jules Ladoumègue qui ont été interdits de participation pour cause de professionnalisme. Et 4 ans plus tard, ça se déroule à Berlin, Bernard. Oui, en Allemagne, 1936. Donc effectivement, c'est une époque et une date qui retiendra notre émotion et cette période difficile. On passe du crash financier à 36. Jacques Godet, le journaliste qu'on ne vous présentera pas, créateur de Loto, et puis l'équipe, avait dénommé ces Jeux en titre « Les Jeux défigurés ». Alors effectivement, ces Jeux-là, les derniers Jeux Olympiques avant la Seconde Guerre mondiale. Les Jeux Olympiques d'été de 1936 à Berlin étaient un événement majeur dans l'histoire du sport, mais aussi marqué par la politique de l'époque. Adolf Hitler et le parti nazi ont utilisé les Jeux comme une plateforme de propagande pour promouvoir l'idéologie nazie de supériorité raciale. C'était une période complexe où le sport et la politique étaient étroitement liés. Il régnait à Berlin une atmosphère empreinte de xénophobie, racisme et antisémitisme. Plusieurs nations avaient demandé le boycott de ces Jeux. Ils avaient mis en place les Jeux alternatifs à Barcelone, mais le début de la guerre civile en Espagne avait fait avorter ce projet. Ces Jeux ont été les premiers à être diffusés à la télévision, ce qui a contribué à accroître leur portée mondiale. Côté sportif, longtemps, l'énorme performance réussie par Jet Owens à Berlin, 4 médailles d'or au 100, au 200, au 4 x 100 mètres, est restée la référence absolue en matière d'exploits olympiques. Le monde a longtemps vu dans le triomphe de l'athlète afro-américain le premier acte de résistance à la tyrannie d'Hitler.
Ouais, on se souviendra tous du point levé. Hein. C'était un petit peu la marque de ces Jeux Olympiques. Tout le monde a ce geste de cet athlète sur la plus haute marche du podium qui lève son bras pour montrer un petit peu sa résistance. Bien sûr, c'était un acte déjà fondateur contre le nazisme qui a effectivement, avec le courage des coureurs noirs, savoir s'élever et montrer à Adolf Hitler qui n'a pas daigné lui serrer la main. Il n'a même pas été invité. Et n'a même pas été invité, qu'effectivement, le racisme était au plus fort et c'était vraiment un combat des continents et de la politique. Côté français, il faut se rappeler de l'excellente performance de nos cyclistes qui avaient gagné 7 médailles parmi les 6 épreuves, notamment celle à Nord de Robert Charpentier, vainqueur de la course individuelle sur route. Passé 36 et cette crise, nous repassons la Manche pour aller à Londres. Oui, Laurent. Alors à Londres, on est en 1948, on arrive à Londres, il s'est passé entre-temps cette fameuse guerre. Les Jeux Olympiques de 48 à Londres ont été les premiers depuis 1936 à Berlin, en raison bien sûr de l'interruption par la Seconde Guerre mondiale. Ces Jeux post-guerre étaient également connus sous le nom de Jeux de la victoire. L'Allemagne et le Japon ne sont pas autorisés à participer. Sur le côté sportif, en remportant 4 titres, 100 mètres, 200 mètres, 80 mètres et 4 fois 100 mètres aux Jeux Olympiques de Londres, la néerlandaise Fanny Blankers-Koen, surnommée la ménagère volante, devint légale de Jassowen à Berlin. Elle sera élue des années plus tard, en 1999, athlète du siècle par la Fédération internationale d'athlétisme. Chez nous, côté français, comment ne pas citer Micheline Ostermeyer et athlète et musicienne française qui, après avoir remporté une médaille d'or au lancer du disque, a fait retentir une seconde fois la Marseillaise avec un nouveau titre au lancer du poids. Elle gagnera même une médaille de bronze en saut en hauteur. Comment ne pas citer non plus Joseph Beyer, qui donna un 3e titre au cyclisme français en remportant l'épreuve sur route. Georges Valéry en natation, qui remporte la médaille de bronze aux 100 mètres d'eau. En basket, l'équipe de France qui s'incline face aux États-Unis en finale 65-21, mais obtient la médaille d'argent. En équitation, au concours complet, Bernard Chevalier qui remporte la médaille d'or et Jean Buhan qui remporte au fleuret à 36 ans la médaille d'argent. Voilà pour ces Jeux 1948 et je passe maintenant la balle en 1952 à Helsinki en Finlande, Pauline. Et oui, en 1952, plus de 4400 athlètes provenant de 69 nations ont pris part à ces Jeux, marquant le retour de plusieurs nations européennes après l'interruption des Jeux pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 18 juillet 1952, veille de l'ouverture des Jeux, le journal L'Équipe annonce en une les plus fantastiques confrontations internationales du siècle, avec la grande entrée de l'URSS dans le concert mondial du sport et les rentrées de l'Allemagne de l'Ouest, pas la RDA, et du Japon, signé Jacques Godet. Promesse tenue par Helsinki et ses Jeux, souvent considérés comme les plus beaux de l'histoire. Alors sur le plan sportif, parmi les athlètes, on se souvient du légendaire Emil Zatopek, qui remporte le plus terrifiant des défis 4 jours après avoir dominé le 10 000 mètres et avant son or sur marathon. Le Tchécoslovaque récidive dans un 5 000 mètres, devenant ainsi une véritable icône des Jeux. Un personnage qui marque à son temps avec 18 records du monde, 65 records nationaux, qui n'a jamais oublié sa première victoire. Alors je le cite, « Ma première victoire c'était en 1943 pour avoir gagné le 1500 mètres. J'ai reçu une tranche de pain frais, beurré et une pomme. » On en est loin aujourd'hui. Effectivement, oui. On peut le dire. Et côté français, Jean Boiteux, à 19 ans, est devenu le premier nageur français champion olympique au terme d'un 400 mètres de rêve. Dans son sillage, il entraîne d'autres nageurs comme Gilbert Bozon, qui remporte la médaille d'argent aux 100 mètres d'eau. Maggie Moreau, médaille d'argent du plongeon. Pierre Jonquière d'Oriola remporte la médaille d'or au saut d'obstacle en équitation. En canoë, C2 sur 10 000 mètres, Georges Turlier et Jean Laudet remportent la première médaille d'or du canoë français. En cyclisme, un certain Jacques Anquetil, 18 ans à peine, remporte la médaille de bronze course par équipe avec Alfred Tonello et Claude Rouet. Et pour finir, en escrime au fleuret, Christian Doriola devient champion olympique par équipe et en individuel. Merci pour cette chronique du jour. La semaine prochaine, retrouvez notre chronique spéciale aux Jeux Olympiques Paris 2024, 100 ans de Jeux Olympiques de 1956 à 1972. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission avec nos invités Michel Closier, Sébastien Villion, François Gary, Lionel Garrigue et Jérôme Azevedo. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission Et si on parlait de sport, nous avons le plaisir de recevoir à l'antenne Michel Closier, président du comité départemental de Haute-Garonne de rugby à 13, Sébastien Vuillon, responsable de la détection et de la performance, François Gary, responsable du sport santé, Lionel Garrigue, responsable du développement universitaire, Jérôme
Azevedo, cadre technique sportif de la Fédération française de rugby à 13, pour nous parler bien sûr de rugby à 13 dans le département et la région. J'espère que je ne me suis pas trompé. Alors on va démarrer par Lionel. Michel ? C'est bon. C'est bon. Merci Michel, il valide notre président, donc on peut continuer. On va commencer par Lionel. Lionel, dans un premier temps, une bref présentation du rugby à 13 avec les règles, ce qui différencie la vraie question, rugby à 13 et rugby à 15. Alors, avant de parler des règles du rugby à 13, je pense qu'il faut faire un petit peu d'histoire de façon assez rapide, juste pour présenter un petit peu de comment est né le rugby à 13 en fait. Donc le rugby, vous savez que c'est né en Angleterre dans les années 1820 et ça s'est développé, les clubs se sont développés un petit peu partout en Angleterre. Et c'est qu'à la fin du 19e siècle, dans les années 1890, qu'est né le rugby à 13. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait des clubs dans le nord de l'Angleterre, des clubs dans le sud de l'Angleterre. Et les clubs, les joueurs du nord de l'Angleterre étaient surtout des ouvriers, des mineurs. Et ils ont demandé à ce que les clubs puissent leur donner un manque à gagner lorsqu'ils jouaient au rugby, ils perdaient une journée de travail. Ils ont demandé donc à la fédération si elle était d'accord pour ça. Bon, les clubs du Sud étaient plutôt universitaires, des cadres, enfin plus de moyens, des professions libérales, Ah. beaucoup plus riches, beaucoup plus de moyens. Et donc la fédération a refusé en prétextant que l'amateurisme devait perdurer. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc en 1895, il y a eu une scission en fait. Les clubs du Nord ont décidé de faire leur propre fédération. Ça a été la North Football Rugby Union, puisque ça s'appelait comme ça. Et donc, ils ont créé leur propre fédération. Et c'est qu'un peu plus tard, dans les années 1906, qu'ils ont décidé de jouer à 13, en fait, pour se différencier un peu, pour se démarquer du 15. Ils ont décidé de jouer à 13. Et ensuite, les règles, progressivement, ont évolué. Mais en fait, c'est né de ça. Et en France, le rugby à 13 est né, a commencé en 1934. C'est Jean Gallia, qui était un joueur qui est parti en Angleterre, qui a découvert ce jeu. Parce que ça s'appelait le jeu à 13. Jeu à 13, oui, bien sûr. Oui. C'est un peu plus tard que c'est passé au rugby à 13. Et donc, Jean Gallia un peu a importé le 13 anglais en France. Et ça s'est développé assez vite, avant-guerre, parce qu'en fait, il y avait des gros problèmes au niveau international avec le rugby à 15, qui était français, du moins qui était très violent, en fait, et qui avait été interdit de matchs internationaux par la Fédération Oui, on internationale. parlait avec les Jeux Olympiques, il y a eu un clash avec les États-Unis. Oui, Voilà. tout à fait. Et donc, le 13, du coup, a pris beaucoup d'importance et s'est développé très vite avant-guerre. Et malheureusement, pendant la guerre, sous le gouvernement de Vichy, il y avait des dirigeants quinzistes qui étaient au gouvernement et qui ont interdit le rugby à 13, qui ont spolié tous les biens de la fédération. Et donc, après-guerre, le rugby à 13 est reparti à zéro et je pense qu'il s'en est jamais remis. Oui, rapidement, la petite différence entre le 15 et le... Alors, juste après, pour expliquer la différence, donc au-delà du nombre de joueurs, il y a des règles fondamentales. D'abord, c'est la règle fondamentale qui fait la différence au niveau tactique, c'est vraiment la règle du tenu. C'est-à-dire qu'à 15, lorsqu'un joueur est plaqué au sol, il doit libérer le ballon. À 13, lorsqu'un joueur est plaqué au sol, il peut se relever et garder le gain du ballon. Il fait un tenu, c'est-à-dire qu'il talonne le ballon pour un joueur derrière qui relance le jeu. Et on a droit à 5 tenues. Le 6e tenue, si on est pris une 6e fois, le ballon va à l'adversaire. Donc ça, c'est la règle fondamentale. Après, il n'y a pas de touche. C'est-à-dire que lorsque le ballon sort en touche, la remise en jeu se fait par une mêlée. D'accord. Ensuite, la marque est un petit peu différente. Les essais à 15, c'est 5 points. À 13, c'est 4 points. La transformation, c'est 2. La pénalité, c'est 2 points aussi à 13 au lieu de 3. Et le drop, c'est 1 point à 13 au lieu de 3 à 15 aussi. Voilà. Je vois que toute l'équipe valide, donc vous êtes d'accord avec ce que dit Lionel. Donc ça, c'est... Après, au niveau de... Les règles sont... Enfin, disons, le but du jeu est un petit peu toujours le même, c'est marquer, bien sûr, franchir la ligne d'essai, en se faisant des passes en arrière. L'intégrité des joueurs est toujours préservée, comme à 15. Pas de plaquage haut, pas de gestes qui peuvent blesser l'adversaire. Voilà, seulement la règle du tenu va quand même impliquer une tactique très différente. Pour la simple et bonne raison que la défense sur chaque tenue doit descendre à 10 mètres et remonter. C'est comme si à 15, au niveau d'un ruck, si la défense chaque ruck devait descendre à 10 mètres et remonter. Donc c'est très énergivore et ça implique bien sûr des tactiques un petit peu différentes du 15. Merci Lionel, on va donner la parole à Michel cette fois. Alors cette année, la Fédération française de rugby à 13 célèbre son 90e anniversaire. Quels événements et initiatives sont organisés dans le département et la région? Et pouvez-vous aussi nous parler des événements majeurs prévus cette année? Le 29 janvier 2024, le président de la fédération a fait une conférence de presse au siège du groupe La Dépêche pour faire une synthèse
de la saison et de l'état de la fédération en 2024. Le fait marquant, c'est l'annulation de la Coupe du Monde 2025, avec son report en 2026 dans l'hémisphère sud. Bon, il faut se remettre. Qu'est-ce qu'on fait pour le futur ? Eh bien, les chemins de la croissance sont la médiatisation pour réimplanter le rugby à 13 dans la structure sportive populaire et le temps de la professionnalisation pour stabiliser l'activité vers un modèle économique durable. C'est-à-dire qu'on veut essayer de créer un championnat vraiment professionnel avec quelques équipes d'élite 1. Comment va se manifester les manifestations organisées ? C'est une exposition itinérante autour de lieux qui ont été ciblés dans la présentation et avec des manifestations dédiées. Voilà. Et quelles sont les principales catégories de rugby à 13 pratiquées en Haute-Garonne et comment se différencient-elles en termes de règles et d'objectifs ? Alors, les catégories en termes de rugby à 13, elles commencent par les U5 et finissent bien sûr à l'élite. Alors, juste une petite... U, ça te parle à toi, oui. Mais on écoute des auditeurs qui écoutent. U15, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors, ça veut dire quoi ? Parce que le terme, ça veut dire under, d'accord ? Mais l'angle, ça veut dire moins 15. On est bien d'accord ? Oui. Donc c'est ça le principe pour expliquer un peu aux gens, parce que quand on donne les catégories, soyons clairs, faisons un peu de pédagogie aussi. L'âge, ça va de 5 ans jusqu'à l'élite. Après, dans les catégories, c'est réparti selon des responsabilités ligues et comités. Les comités s'occupent du développement et les ligues des compétitions. Donc les comités s'occupent donc des U5 jusqu'à les jeunes de 13 ans. Et notre fonction est surtout de faire du développement, pas de compétition, d'organiser des plateaux avec les écoles de rugby, donc du département. Alors justement, quels sont les principaux objectifs de ces écoles de rugby dans le département Haute-Garonne et comment ces programmes constituent-ils un développement de jeunes joueurs finalement ? Les objectifs, bien sûr, fédéraux sont d'augmenter le nombre de licenciés et de bénévoles, mais aussi de réaliser la pérennisation des EDR par l'obtention de la labellisation. C'est-à-dire que pour développer des jeunes joueurs, il faut qu'il y ait des critères de qualité. Ces critères de qualité sont obtenus par l'obtention de la labellisation. Qu'est-ce que c'est la labellisation ? C'est un plan de développement avec des règles de développement par catégorie, plus des règles du bien vivre ensemble. Voilà. C'est toute une éducation, c'est des valeurs, quoi. Des valeurs. Et puis pour chaque catégorie, on ne joue pas avec le même nombre de joueurs, on ne joue pas sur les mêmes terrains. Donc c'est toute l'appréhension pour arriver à jouer sur un grand terrain. Voilà. Et savoir aussi après, bien sûr, faire ses recettes, savoir organiser des manifestations et puis savoir former son encadrement. Alors justement, comment ça se passe pour la détection et le suivi chez les U13 et les U15 ? Comment c'est organisé dans le département ? Quelles sont les initiatives mises en place pour favoriser la performance des jeunes joueurs dans ces catégories ? Et là, on va passer la parole à Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, du coup, pour faire un petit rappel, moi je m'occupe donc de la performance sur les moins de 13 et les moins de 15. Donc je gère un staff composé de 4 entraîneurs. Et ici, ce qu'on a fait pour mettre en place la détection, c'est qu'on crée des rassemblements. Donc par exemple, sur le début de l'année, on a créé plusieurs rassemblements U13 et U15 donc dans des lieux communs. Donc notamment... sur des terrains dont il y a des clubs de rugby à 13 dans les communes, par exemple à Aigues-Vives ou au sein de Toulouse, au sein du club de Toulouse Jules Julien. Et donc sur ces premiers rassemblements, on rassemble tous les U13 et U15 du département, donc sans distinction de niveau technique ou de jeu, pour en fait faire un diagnostic en fait du niveau qu'on a. Et pour faire ce diagnostic-là, on a créé un document qui regroupe en fait les apports techniques que doivent avoir les moins de 13 ans et les moins de 15 ans. Et ce document-là, on l'a fait en relation notamment avec Florent Tost, qui est le responsable du pôle espoir de Carcassonne, et notamment avec Loïc Carpen, qui est le responsable du pôle France de Toulouse, au Creps. Donc avec ce document-là, derrière, nous, on fait un diagnostic du niveau de nos jeunes joueurs, et plus les rassemblements passent, plus on est exigeant sur les techniques et sur les objectifs qu'on veut leur transmettre, et plus les rassemblements s'enchaînent, plus du coup la liste des joueurs s'amenuise, jusqu'à ensuite avoir un groupe de 20 joueurs en U13 et 20 joueurs en U15 qu'on prépare pour une compétition qui s'appelle les intercomités, donc qui a lieu pour les moins de 13 au mois de mai et pour les moins de 15 au mois d'avril. Et là, on rencontre du coup les autres comités français, donc le comité Vaucluse, PACA, etc., pour une compétition qui va à terme donner le meilleur comité, en tout cas en termes de rugby à 13 en France. Alors cette fois, on a une question pour François. Quels sont les programmes de sport santé proposés par les clubs de
rugby à 13 en Haute-Garonne. Et en quoi consiste-t-il pour promouvoir un mode de vie sain et actif ? Alors, en comité en Haute-Garonne, on a décidé de développer le plan fédéral Vita 13, le plan sport santé. Donc, on a différentes pratiques qui existent. On a le Silver 13, qui est un peu la pratique emblématique, un petit peu. C'est de l'activité physique pour les seniors, qui va permettre de lutter contre les effets délétères du vieillissement. C'est une pratique qui existe déjà sur le territoire, qui est mise en place par des clubs, notamment le club d'Aigues-Vives, qui travaille en partenariat avec le SICOVAL, qui est la communauté de communes. L'objectif du comité, c'est de développer cette pratique sur l'ensemble du territoire à terme. Ensuite, on a une activité qui s'appelle le FIT 13, qui est développée par certains clubs. Aujourd'hui, on propose ça aussi, nous, par le biais du comité, pour des étudiants, en partenariat avec le Crous, sur Toulouse, dans différentes universités. Et puis, on a aussi une activité qui s'appelle le Walking 13, le rugby en marchant, que l'on met en place à Toulouse avec l'association Étincelle, qui est une association de soins de support pour les personnes atteintes de cancer. Et donc, on propose cette activité une fois par semaine, permettre à ces personnes-là de retrouver le goût de l'activité physique, lutter contre les douleurs, etc. Alors, Jérôme, vous, est-ce que vous pouvez nous parler du para-rugby dans le département ? Comment ce sport est-il intégré et soutenu au sein des structures existantes de rugby à 13 ? Alors, au sein du département, nous avons 3 clubs qui ont des équipes qui participent au championnat de para-rugby 13. Nous avons le Théo, bien évidemment, le Toulouse Olympique, qui est le club phare de la région, avec Saint-Jory, donc club de la petite ville sur la localité de Toulouse. Et ensuite, le club du Stade Toulousain, qui a une équipe qui s'est affiliée à notre fédération pour pratiquer le rugby à 13 en fauteuil. Sur ce championnat, nous avons en fait 3 divisions de jeu. Nous avons de l'élite 1, donc notre championnat principal, de l'élite 2 et un championnat de développement qui sert à donc, la création de clubs et le développement de ceux qui souhaiteraient participer et inclure des personnes en situation de handicap. Eh bien, merci. En tout cas, on pourra en reparler avec nos amis tout à l'heure du handisport. Ils sont, je pense, très attentifs à ce que tu viens de dire. On repart du côté de Lionel. En quelques mots, Lionel, comment le rugby à 13 est-il développé au niveau universitaire dans la région ? Alors, au niveau universitaire, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on fait face à des clubs, à un championnat académique à 15 qui est très, très structuré depuis déjà très longtemps. Il faut savoir que, il y a une trentaine de clubs universitaires sur Toulouse, plus une vingtaine de clubs féminins. Donc tout ça fait que le rugby à 13 a beaucoup de mal à se développer. Depuis l'année dernière, la fédération de rugby à 13 a passé une convention avec la FFSU, la Fédération française du sport universitaire. Ça nous aide un petit peu parce que ils sont obligés, entre guillemets, de promouvoir un petit peu le rugby à 13. Le problème, il faut qu'il y ait des initiatives, quoi. Et souvent, les initiatives, elles viennent des enseignants dans le supérieur. Et on est très peu nombreux, en fait. Donc, à notre niveau, moi, j'essaie un petit peu de faire connaître aux autres enseignants de l'université cette pratique, qu'ils connaissent plus ou moins. Donc ça passe par là, il faut essayer d'aller voir les différentes facultés, toutes les écoles, essayer de promouvoir un petit peu le rugby à 13. Et alors nous, à 13, on a créé le 9, c'est-à-dire qu'on joue à 9 sur grand terrain. C'est important, parce que ça concurrence un petit peu le 7. Et c'est une pratique qui est nouvelle, donc on espère par là essayer de créer un petit peu de nouveauté. Et juste pour finir, depuis 2 ou 3 ans maintenant, on organise avec le comité un tournoi universitaire, donc académique, qui débouche sur une sélection. Et cette sélection ensuite va faire un petit tournoi interacadémique, donc national. Cette année, c'est à Lyon. Le tournoi académique à Toulouse est le 25 mars, le lundi 25 mars. Et ensuite, il y aura un match le 16 mai à Lyon avec des sélections donc des différentes académies. Et Sébastien, quels sont les processus de détection et de développement du rugby à 13 mis en place dans le département pour repérer et former les futurs talents, Et comment ces initiatives contribuent-elles à l'essor de ce sport localement ? Comme je le disais un peu tout à l'heure, il y a déjà des rassemblements via le CPS. Et après, pour motiver un petit peu ces jeunes qu'on essaye de former, en tout cas
au haut niveau pour les plus prometteurs. On essaye d'organiser des journées avec le CREPS, donc avec du coup Loïc Carpen, mais notamment Jérôme qui est entraîneur aussi au CREPS de Toulouse. Donc on essaye d'organiser des visites et aussi des entraînements communs entre nos meilleurs U15 et U13 et les jeunes espoirs de notre discipline qui eux sont en U17. L'idée en fait c'est de leur montrer un peu vers quel niveau ils peuvent tendre et s'ils se dirigent vers du haut niveau, dans quelle structure ils pourront être rassemblés et comment en fait vivre un peu au quotidien avec ces athlètes-là. Et on a aussi une dimension avec le collège où on accompagne des sections, notamment la section du collège d'Aigues-Vives qui possède une section collège rugby à 13 où en fait les jeunes dans leur emploi du temps s'entraînent déjà 2 fois par semaine au rugby à 13 et l'idée en fait c'est d'accompagner ces jeunes-là aussi vers le haut niveau, vers le CREPS derrière quand ils postulent au lycée. Alors Michel, comment le comité encourage-t-il la participation des femmes au rugby à 13 dans la région ? On encourage les femmes au rugby à 13 dans un premier temps à participer à la gestion des clubs, surtout en application sur les quotas de la représentation féminine, mais aussi à participer à la formation qu'elles pourront en tirer et à des initiations sur les pratiques sport-santé. Et aussi de pouvoir s'inscrire, si elles veulent faire du sport, s'inscrire dans un club uniquement féminin, car ça existe avec Toulouse Ovalie. Donc, merci pour ça. Enfin, c'est important que les femmes peuvent éventuellement participer dans les activités sportives et aussi dans l'encadrement. Michel, quel conseil tu donnerais aux jeunes, ou Michel, ou un de vous, qui souhaitent participer à ce sport, enfin, qui souhaitent pratiquer ce sport de rugby 13 ? Mais dans un premier temps, il faut aller découvrir la pratique pour avoir une idée, voir le Théo au stade Ernest Vallon avec son équipe qui joue en championship dans une franchise anglaise, ou à Arnonay où l'élite 1 du Théo se produit, et puis aussi aller consulter le Facebook du comité où il y a des petits articles sur ce qu'on fait. Et puis écouter l'émission et si on parlait de sport comme ça, exactement, l'information. Exactement, et puis aussi on a fait pour justement découvrir la pratique un pass découverte, donc vous nous contactez au comité31.rugby13gmail.com, vous nous dites où vous habitez, on vous dirige vers un club. Très bien, mais merci beaucoup pour ces éclairages et ces témoignages passionnants. Bonne continuation à tous pour la fin de cette année 2024. Nous avons été très heureux de vous donner la parole dans l'émission. Et si on parlait de sport, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Maintenant, place à notre chronique sport et préparation mentale avec Didier Don, coach professionnel qui vous guide à travers les défis de la vie, vous aidant à trouver des solutions et à évoluer en tant qu'individu. Et si on parlait de sport, la chronique. Et oui, nouvelle chronique avec sport et préparation mentale avec notre ami Didier Don. Bonjour et bienvenue Didier. Bonjour à tous, encore ravi d'être avec vous ce soir. Voilà, on le rappelle, tu es donc coach professionnel, formateur à la tête d'une structure Engage un Talent. Tu as 30 ans d'expérience dans le sport de haut niveau et tu accompagnes les athlètes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir dans cette première mi-temps, tu les as écoutés à l'instant, nos amis du rugby à 13. Ça tombe bien puisque tu as déjà accompagné des demi d'ouverture, si je veux bien noter. Quels sont les principaux aspects de la préparation mentale que tu mets en œuvre pour les buteurs dans les sports d'équipe tels que le rugby ? Mais le rugby, déjà, c'est compliqué de rentrer à la préparation mentale parce que je pense qu'il y a un verrou. Le premier à avoir rentré la préparation mentale, c'est Luis Fernandez quand il s'occupait du Grand Béziers avec Raoul Barrière. Et je suis un ami de Luis et on a beaucoup travaillé tous les deux ensemble sur ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui de donner cet accès à la préparation mentale dans le rugby, sauf quelques postes comme le buteur ou comme le lancer en touche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout le travail qui a été fait. Et au lieu de parler de préparation mentale, je peux plutôt parler de résultats. Et en fait, je m'aperçois qu'aujourd'hui, il y a quelques buteurs qui travaillent des préparateurs mentaux. Et je vous en citer 2 exemples surtout. C'est Luciano Orquera qui m'avait demandé de travailler avec lui quand il était à Brive. Il jouait à Brive et il me dit, tu peux pas m'aider, on peut pas là, j'ai une petite rencontre contre l'équipe de France et tu peux pas, mais donc je suis monté à Brive, on a travaillé ensemble et c'est la seule fois où l'équipe d'Italie a gagné l'équipe de France. Il a tout passé, il est une passe décisive à un moment donné. Donc voilà, bon, ça c'est. Alors il me dit, mais super, le travail, super. En fait, il avait tout intégré. Pour vous dire, d'abord, il y avait une grosse intelligence, il avait besoin d'être rassuré. Et on a travaillé là-dessus et c'était un bel exemple pour moi de travail. C'était quelques années maintenant. Et ensuite, j'avais travaillé avec un autre buteur qui c'était la finale contre les Catalans. C'était un Ramoncho Mitu qui en fait était le buteur qui jouait à l'équipe d'Espagne à l'époque.
l'époque. Et il me dit, tu peux pas m'aider, j'ai une finale, là, on rencontre les Catalans et j'ai le tir au but. Je suis monté donc à Cambo-les-Bains, puisqu'il jouait à Cambo-les-Bains à l'époque. Et il a passé 26 points. Rien qu'au tir au but de tous les côtés, tout est passé. Et il m'a appelé, il me dit, mais on est monté grâce à ça. Ils ont essayé de me tuer pendant tout le match parce qu'ils ont essayé de casser le buteur et ils sont pas arrivés. Donc voilà, je veux dire, la force de la préparation mentale à ce moment-là, dans une situation donnée, et quel que soit l'environnement, on est capable de garder la maîtrise des mouvements. Et je voudrais juste rajouter un exemple secondaire au niveau de l'équipe, par exemple. J'ai travaillé longtemps avec Eric Escribano, qui entraîne aujourd'hui Carcassonne. Et il entraînait à Colomiers les Réchelles, et il me dit on parlait parce que on adorait partager ces moments, l'importance du mental et c'était le mercredi soir, et il me dit bon, ce soir je présente l'équipe aux joueurs, et puis dans la discussion on parle, et puis il me dit, et puis je lui dis pourquoi une finale ça se joue pas, ça se gagne, donc pourquoi tu fais pas faire aux joueurs ce travail-là, et toi tu regardes de ton côté et tu vois après ce qu'il en est. Ah, mais c'est pas comme ça. Donc du coup le mercredi soir il dit je vous donne rien, c'est le capitaine et c'est les joueurs qui feront l'équipe de la finale. Et le vendredi soir arrive, le capitaine présente les joueurs qu'il avait vus, parce qu'il faut savoir une chose, que les Réchelles, ils naissent ensemble. Ils sont depuis l'âge de 8 ans, ils sont ensemble, et ils arrivent, ils sont ados, et ils savent tous les faits et gestes, les bons, les pas bons, les postes, le moment, et ainsi de suite. Donc, ils se connaissaient parfaitement. Ce qui est un peu plus compliqué aujourd'hui quand les joueurs, ils arrivent, ils repartent, et ainsi de suite. Et l'équipe a été structurée par le capitaine et les joueurs eux-mêmes. Eric n'avait pas mis 6 joueurs sur sa feuille de match. Donc lui, il avait considéré que si là, il ne les mettait pas, ils auraient été champions de France. Donc comme quoi, à un moment donné, dans un choix bien précis, bien organisé, dans une finale, c'est vraiment une situation particulière, le choix a été judicieux, puis ils ont été champions de France, parce que le but c'était ça. Donc la préparation mentale sert aussi à dialoguer avec l'entraîneur, à dialoguer avec les joueurs pour essayer d'avoir le meilleur potentiel à ce moment-là, quoi. Et c'est ça la préparation mentale pour moi. C'est pas des questions de diplôme, de formation, de machin. C'est le résultat qui compte. Et en quoi consiste exactement le travail de mentalisation dans le contexte du rugby ou d'autres sports d'équipe, et comment cela influence-t-il les performances individuelles et collectives? Déjà, ça part de la peur. De quoi le joueur a peur, de comment ils se sentent à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont capables d'aller se galvaniser? Bon, on le voit actuellement avec l'équipe de France où c'est un peu, il y a quelques turbulences. L'équipe de France à 15, c'est un peu turbulent. Ça manque de vibration, ça manque de cohésion. Et c'est quelque chose qui se fait au travers du langage, au travers des messages, et surtout au travers de la gestion des situations. Et pour moi, c'est que vous êtes capable à un moment donné je prends toujours cet exemple-là. Vous êtes navigateur, vous avez des vagues de 15 mètres au-dessus de vous, et vous êtes tranquillement en train de faire votre tambouille, en train de ménager alors que ça tape dans tous les coins. C'est être capable à un moment donné. C'est le travail que fait le GIGN aussi. Le GIGN, ils vous apprennent pas à tuer quelqu'un. Ils vous apprennent dans une situation bien donnée comment je peux sauver ma vie et celle de mon coéquipier. Et il faut qu'ils soient à un moment donné capables de trouver la solution. C'est-à-dire qu'on leur donne aucune solution, il faut qu'ils la trouvent. Et c'est les grands joueurs comme les Dupont et tout ça, ils trouvent des solutions même là quand il n'y en a pas. Alors, et c'est ça. Justement, là, Didier, par rapport à ce que tu dis, peux-tu nous parler de ton approche pour favoriser cette cohésion de groupe sportif, et comment cette dimension psychologique contribue à-t-elle à renforcer l'efficacité de l'équipe sur le terrain, puisque tu nous parles justement de cette approche. Comment tu la travailles? Je la travaille d'abord parce que je regarde l'implication de chacun par rapport au groupe, comment chacun s'occupe les uns des autres. Je le fais actuellement avec les golfeurs de Vieille-Toulouse, puisqu'on est en train de préparer. C'est pas la même balle, hein, on passe. Ouais, mais c'est le même travail. Je parle au niveau cohésion d'équipe, c'est les mêmes messages. Comment chacun est impliqué par rapport à l'autre, et en fond de comment chacun est impliqué par rapport à l'autre, mais dans des gestes naturels. Le rugby fait une chose intéressante, c'est quand l'équipe de France se structure, ils prennent des lignes, donc ils prennent des gens qui se connaissent vraiment, mais ils se connaissent pas à l'amitié, ils se connaissent en jeu, dans le jeu, et ils sont complémentaires dans la distribution du ballon. Mais c'est pareil dans le golf, dans la cohésion, elle vient de l'implication de chacun dans l'environnement. N'oubliez pas que vous pouvez avoir toutes les capacités du monde, si l'environnement il est toxique, votre comportement il sera toxique. Et donc ça veut dire que déjà on part de l'environnement, ensuite on regarde comment ce comportement dans l'environnement fonctionne, et ensuite vous pouvez mettre en place des capacités. Cet outil, c'est un outil qui est utilisé en neurosciences, en PNL entre autres, qui s'appelle les niveaux logiques, et moi je m'appuie tout le temps là-dessus pour essayer de galvaniser les gens, parce que d'abord ça part de l'environnement, et on oublie trop que cet environnement il est prioritaire sur les capacités. Encore un grand merci, on pourrait continuer à t'écouter pendant des heures, je sais que tu as plein de choses à nous raconter, et encore une fois je te tends la perche pour la prochaine fois. Prochaine chronique, donc écoutez Didier. Pour tout renseignement, allez voir sur son site engagetalentsdidier.fr, et on t'attend pour une nouvelle chronique. Encore merci d'être venu nous parler. Merci, bonne soirée. C'est la mi-temps, retour au vestiaire, et on se retrouve dans quelques instants pour parler handisport avec Sabine Salmon et Alexis Sauvage. Et si on parlait de sport ?
Mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport avec nos invités, Sabine Salmon, présidente du comité départemental handisport de Haute-Garonne, ainsi que Alexis Sauvage, qui est chargé de développement du comité départemental de handisport. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. On va commencer par Sabine, madame la présidente. Donc une nouvelle présidente en fait, un petit peu comment on arrive à être nouvelle présidente comme ça, et puis un petit peu ton parcours. Moi j'ai intégré le comité départemental il y a une quinzaine d'années, qui était un peu mort. Il y avait plus de salariés, plus de président. Le nouveau président m'a dit viens avec moi, on remonte ça. On a engagé un salarié, et petit à petit, mais à ce moment-là, moi je travaillais, donc j'étais pas très impliquée. Je faisais ce que je pouvais, j'étais là le soir. Mais quand on est comptable dans une entreprise, c'est pas toujours évident. Et petit à petit, on apprend, on sait comment ça se déroule, on a envie de s'investir un peu plus. Donc j'étais de plus en plus. Puis il y a 3 ans, j'ai pris la retraite, donc je passe beaucoup de temps au comité, et en décembre, le président a démissionné, raison personnelle, et là on s'est dit comment on fait, qui reprend? Les autres élus étaient pas très chauds, et puis comme moi j'étais beaucoup là, tout le monde m'a poussé, et si je voulais pas laisser tomber les salariés, laisser tomber les alternants qu'on a, et qu'on puisse continuer à faire vivre tout ce qu'on fait vivre, j'ai dit pourquoi pas. Donc je suis présidente par intérim jusqu'à notre prochain AG, et après on va voir au mois de mars au niveau de l'Assemblée Générale s'il y a des candidatures ou si je vais continuer. Pouf pouf Sabine quoi, c'est ça. Voilà. Donc Sabine, effectivement, donc, ton parcours personnel pour en arriver là aussi, parce que tu as un parcours de vie, tu as un parcours sportif peut-être un petit peu à nous raconter. Alors sportif, je vous cache pas, je vais faire 60 ans mercredi, donc je suis plus toute jeune. J'ai la polio, j'avais 1 an. Donc, j'ai toujours été en situation de handicap. Il y a 60 ans, on n'avait pas toutes les commodités de maintenant, que ce soit dans le sport ou dans la vie courante. Mais j'ai eu des parents qui m'ont poussé. J'ai fait mes études, j'ai travaillé, je me suis mariée, j'ai eu une fille. Et le sport me tentait un peu. Mais au début, il n'y avait que le basket, vraiment, qui fonctionnait. Puis il y a le tennis qui est apparu. Ça m'a un peu tenté parce que moi je préfère être dehors qu'en salle et puis en individuel. J'ai fait un peu de tennis, mais quand on se met à 30 ans dans le sport, c'est un peu compliqué. Et j'ai eu la chance, là où j'habite à Saint-Jean, que la Ligue de badminton a voulu monter une section handisport. Donc j'y suis allée, ma raquette, un vieux fauteuil, et là on m'a dit il n'y a que toi, et j'ai pris les cours, m'a dit l'entraîneur, mais tu vas t'entraîner avec les valides. Et j'ai fait 20 ans de badminton en loisir. J'ai fait 2-3 compétitions comme ça. Et j'ai toujours joué qu'avec des valides. Et puis une blessure au bras m'a obligé d'arrêter. Donc j'essaye un peu tout. Dès qu'il y a un nouveau sport, je l'essaye, je le tente pour après aller apporter aux jeunes qui arrivent ou aux nouveaux adultes, aux adultes nouvellement handicapés, parce que ça peut prendre à tout âge, de savoir de quoi on leur parle surtout. Donc je teste, je tente, et ça me plaît pas, mais je sais après de quoi je parle. C'est ça, donc on va en parler justement, puisque pour débuter cette interview, est-ce que tu peux nous donner un aperçu du handisport, des différentes disciplines proposées par le département en Haute-Garonne, voire plus large, l'une ou l'autre, comme toutes les deux, vous êtes libres de me répondre à cette question. Voilà. Mais je vais laisser Alex
Alexis un petit peu parler. Du coup, nous, au comité départemental handisport, on compte quand même une cinquantaine de clubs avec 38 disciplines. Donc, ça fait quand même pas mal de monde et pas mal de clubs qu'on accompagne sur des disciplines donc, qui sont présentes aux Jeux Olympiques. On a des nouveaux sports, comme Sabine en a parlé, elle a pu tester le cheerleading, donc le handi cheerleading. Dans les disciplines un peu nouvelles, on a ce type d'activité. On a pu tester aussi tout ce qui est skate, handi skate. Après, sur des activités un petit peu moins insolites, on a tout ce qui est classique, rugby fauteuil, basket fauteuil en sport collectif. On a aussi, qui sont présents aux Jeux paralympiques et pas aux Jeux olympiques, on a de la boccia. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un sport de balle qui ressemble un petit peu à de la pétanque, mais adapté pour les personnes en situation de handicap moteur. On a aussi le goalball qui n'est pas présent aux Jeux olympiques, mais aux Jeux paralympiques. Je ne sais pas si vous connaissez. Le goalball, c'est pour les déficients visuels. Ça ressemble... Ouais, c'est une balle où il y a un petit bruit dans la balle, c'est ça ? C'est ça. Ouais, j'ai suivi ça, oui. Exactement. C'est un petit peu comme du tir au but, mais à la main. C'est un mélange de handball, de foot. Voilà, ça mélange plusieurs pratiques. Donc pour les déficients visuels. Et voilà, il y a énormément de sports, on peut tout adapter. Et comment le handisport est-il actuellement structuré au sein du comité départemental et quel rôle joue-t-il dans le développement de la pratique handisportive ? Alors nous, il faut savoir qu'on est le comité départemental, donc on dépend entre guillemets du comité régional Occitanie et encore au-dessus, on a la Fédération française handisport, donc en fait qui nous transmet en fait les différents objectifs donc à mettre en place sur le département. Au niveau du comité handisport, donc on aide dans un premier temps de manière individuelle les sportifs. Donc on a des personnes qui nous contactent par mail, par téléphone ou via les réseaux sociaux, qui nous donnent en fait leurs besoins, quel sport ils souhaitent pratiquer, le lieu, puisque c'est vrai que la Haute-Garonne, c'est pas que Toulouse, il y a aussi plein de communes aux alentours, et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour une personne en situation de handicap de trouver une pratique qui soit proche de son lieu d'habitation. Donc ça, c'est la partie plutôt accompagnement individuel. Ensuite, on accompagne aussi les clubs, donc dans l'affiliation donc au handisport, où en fait on les aide d'un point de vue matériel. Donc on peut leur proposer des aides financières pour l'achat de matériel, permettre aussi l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Et on a aussi un petit dispositif qui s'appelle les clubs inclusifs, où en fait on forme les clubs valides à l'intégration d'une section handisport au sein de leur club. Alors, puisqu'on parle justement du comité, quelques chiffres à nous donner pour les auditeurs un peu sur ce qui se passe dans la région ? Alors il faut savoir que, on est sur le département, nous du coup sur le département, la région. On est actuellement à 922 licenciés aujourd'hui, avec 38 disciplines proposées donc sur tout le département. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 50 clubs. Et ensuite, on sensibilise aussi des publics valides au handisport, où là on atteint les 10 500 personnes sensibilisées à l'année, donc ça fait quand même un chiffre assez important et on arrive à développer ça. Et quelles sont les actions concrètes entreprises par le comité départemental pour faciliter la découverte, l'initiation et le perfectionnement des sportifs en situation de handicap ? Alors par rapport à la découverte, on a lancé depuis quelques années donc un dispositif qui s'appelle les séances découvertes pour les jeunes. Donc en fait on travaille avec les clubs et tous les mois on propose une activité au sein des clubs où chaque personne licenciée ou non handisport peut s'inscrire et pratiquer l'activité le temps d'une après-midi. Et ensuite, nouveauté 2024, on a lancé les séances découvertes pour les adultes, du coup sur le même principe, chaque mois avec des nouvelles activités. On essaye d'innover un peu, de proposer des activités un peu plus insolites. Cette année, on aura du karting par exemple. Et justement, quels sports seront proposés lors des séances découvertes organisées et comment les clubs affiliés soutiennent-ils cette initiative pour les jeunes ? Alors au niveau des activités cette année, on a de la pelote basque, du karaté, de la natation. On propose aussi de la plongée, du karting comme je vous l'ai dit, de l'aviron, de la carabine laser, de la boccia, plein d'autres activités. Et comment le comité encourage-t-il l'accessibilité et la progressivité de la pratique handisport en tenant compte des différents niveaux de compétences et des divers handicaps ? Alors du coup, nous avec les clubs, en fait, on travaille, comme je vous l'ai dit, sur de la formation. C'est vrai que les clubs, ils sont pas forcément les compétences et ils sont pas forcément sensibilisés au handicap. Donc avec ce dispositif des clubs inclusifs, ça leur
permet de pouvoir accueillir ces personnes-là. Après, il faut savoir que au niveau de l'accessibilité, il y a aussi le matériel qu'il faut adapter. Et l'achat de matériel, ça a un coût et on aide les clubs dans cette démarche-là. Sabine. Oui, et je voulais relever un point là-dessus. Quand on fait ça, que les chargés de mission le font, c'est surtout aussi voir l'accessibilité des salles. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé le badminton. Il y avait des marches, donc il fallait tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour m'aider. Et petit à petit, on a réussi à faire bouger la ville de Saint-Jean. Et ils ont fait des plans inclinés, des WC accessibles aussi. Parce que tout ça, on arrive dans une salle, les clubs, ils sont prêts à tout faire. Mais sur le coup, parce qu'ils ne sont pas habitués, c'est pas leur faute. Et c'est là que nous aussi, on intervient. Et c'est pour ça qu'au niveau du comité, quand les chargés de développement se déplacent, on a instauré, nous, qu'il y ait toujours un élu en situation de handicap qui aille avec, que ce soit sur les sensibilisations dans les écoles, entreprises ou autres, et montrer, parce qu'on s'est rendu compte que les gamins, une fois, moi j'y suis allée parce qu'il manquait un salarié, j'y suis allée et le gamin arrive, il me dit tu te lèves, tu me passes ton fauteuil, et je lui dis mais non, mais pourquoi elle s'est levée ou lui, parce qu'il voit la personne qui vient faire la sensibilisation se lève, lui montre, et je lui dis non, moi mon fauteuil c'est le mien, c'est comme tes chaussures, donc je reste dessus. Et du coup là, moi ça m'a fait tilt et j'ai dit il faut modifier nos façons de faire, et c'est pour ça aussi que quand il y a des journées jeunes, il y a toujours, donc c'est pas moi qui y vais là, c'est une autre personne, et il est en fauteuil, il va voir, et comme ça lui il voit aussi, tiens là on passe pas, ou j'ai besoin d'aller aux toilettes, je peux pas, parce que le sport c'est une chose, mais après il y a, si la personne elle arrive que déjà elle peut pas rentrer dans la salle, si les personnes à l'intérieur ils sont pas habitués au début, il va pouvoir attendre dehors. Voilà, et c'est pour ça qu'on travaille tous ensemble. Alors justement, quels sont les grands événements que vous avez prévus cette saison? Alors on a cette semaine du coup un stage natation qui commence donc pour 1 semaine et demie dans le cadre du dispositif J'apprends à nager du gouvernement. Ensuite au mois de mars on va avoir 2 week-ends de ski, donc un week-end ski pour les handimoteurs et un deuxième week-end ski pour les déficients visuels. Ensuite le 3 avril on aura un championnat départemental de boccia, donc comme je vous ai dit le jeu de balle qui ressemble à la pétanque. Ensuite un challenge Sarbacane qui se déroulera le 15 mai. Ensuite fin mai on aura un challenge inter-entreprise, donc en fait on va avoir des entreprises du département qui vont s'affronter sur des épreuves handisportives. Ensuite au mois de juin, début juin du 6 au 8 on aura un événement qui s'appelle l'Oxyrail de Tours, donc c'est en collaboration avec une association qui s'appelle C'est Possible et l'école d'ergothérapie de Toulouse. En fait c'est un parcours à vélo qui part de Toulouse qui va jusqu'à Perpignan et c'est un événement qui est réservé pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Donc voilà, on accompagne cette association et l'école d'ergothérapie sur ce petit trajet à vélo. Il y a du boulot quoi. Alors justement, maintenant on va parler de défis. Quels sont vos principaux défis auxquels vous devez faire face et quelles initiatives vous mettez en place pour les surmonter en tant que handisport? Alors les défis c'est financier souvent parce que... Comme beaucoup voilà, de sport, beaucoup, on est tous là. Mais bon, quand on veut faire découvrir à des personnes en situation de handicap un sport ou de faire une activité, il y a toujours des adaptations et qui nous montent le coût souvent les bénévoles parce que pour une activité il faut des fois 3-4 bénévoles pour une personne. Et ensuite, c'est les lieux adaptés si on doit coucher sur place. Il y a beaucoup de choses. L'an dernier, on a tenté la spéléologie. C'était vraiment super, mais la spéléologie, moi j'étais en jouelette et il a fallu 6 personnes qui puissent se relayer. Parce que voilà. Donc c'est les 3 défis, mais on y arrive. C'est pas toujours facile, mais voilà. Non, on sent la passion quand même chez la sportive qui est là quand même. C'est pas parce que... Oui, moi si j'y suis, c'est que... Donc vous êtes bien à votre place. Voilà, ça m'a manqué moi petite et je veux que les personnes maintenant puissent... ça existe, si on peut faire en sorte que ça s'améliore. Alors à 2 niveaux, une dernière petite question. Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui sont intéressés par le handisport, au niveau bien sûr peut-être des gens handicapés, mais aussi pour des gens qui souhaiteraient s'engager dans cette aventure? Il y a 2 aspects. Il y a les gens qui effectivement sont dans une situation de handicap, mais il y a peut-être aussi d'autres gens que vous pourriez attirer autour de vous, qui pourraient aussi, en tant que bénévole, on en parle souvent, quel conseil vous donneriez aux gens pour vous rejoindre finalement? Alors, en tant que personne en situation de handicap, moi je dirais tenter, foncer, vous pouvez pas, ça marche pas, mais il faut tenter. Moi je tente et je pense que j'ai jamais été déçue. Après ça
plaît plus ou moins, mais il faut qu'ils tentent parce que c'est comme pour les valides, mais je pense que pour nous c'est 3 fois plus important de se dire j'ai pu le faire. Et pour les bénévoles, venez parce que voilà, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on va pleurer, et c'est une famille et c'est la joie. Voilà, pour moi c'est le partage, c'est tout. En tout cas, c'est top de vous recevoir et de voir la passion que vous nous faites passer. Alexis, un dernier mot peut-être? Moi, je partage aussi du coup ce qu'a dit Sabine. C'est vrai qu'en tant que valide, de pouvoir accompagner les handis sur des activités, que ce soit en club ou alors des sorties un peu plus insolites, c'est vrai que c'est des activités qui ont du sens et on se sent vraiment utile. Et moi, c'est ça qui m'a plu au comité. En tout cas, nous, on a été très heureux de vous accueillir. Revenez quand vous voulez, préparez d'autres informations. On sera là pour vous aider à communiquer. Vous voulez communiquer, on est là pour ça. Et on va travailler ensemble parce qu'on a aussi envie de parler du Paralympique, puisqu'il y a quand même cet événement qui est un événement phare. Parler tout à l'heure, Alexis, de sport olympique. Nous, on va avoir besoin de votre aide pour en parler. On a besoin de savoir. On ne connaît pas tout. Donc voilà, nous, on vous lance la balle avec Pauline. Venez vers nous et travaillez ensemble pour faire passer ces messages. En tout cas, j'espère que les auditeurs que vous ont écoutés auront envie de vous rejoindre et de venir faire du sport. Merci beaucoup Sabine pour ton témoignage. Merci à toi. C'est un plaisir. Et les renseignements donc Pauline? Oui, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Peut-être sur le site, il me semble, handisport-haute-garonne.org. C'est ça. Et peut-être les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, donc on est sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Pareil, comité Handisport 31. Très bien. Voilà, vous nous retrouverez en tout cas parce que nous aussi on est sur ça, on est sur les podcasts Spotify, Deezer et d'autres. Donc l'émission elle sera écoutée très largement. N'hésitez pas à diffuser largement cette émission. Merci à toutes les deux pour votre prise de parole et votre intervention dans l'émission Ici on parlait de sport. Bonne continuation pour la suite de la saison 2024 et vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci à vous. Au revoir. Et tout de suite, place à la prolongation et le quiz avec nos invités Michel Closier, Sébastien Vuillon, François Gary, Lionel Garrigue, Jérôme Azevedo, Sabine Salmon, Alexis Sauvage, Didier Don et Bernard Pujol. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et voilà, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport avec la prolongation et nos invités, donc Michel Closier, Sébastien Vuillon, François Gary, Lionel Garrigue, Jérôme Azevedo, Sabine Salmon, Alexis Sauvage, Didier Don et Bernard Pujol. Un sacré quiz, Pauline, à toi de jouer. Aujourd'hui, ils sont nombreux. Est-ce que vous savez en quoi consiste le quiz? Pas vraiment, on en attend un peu plus. Du coup, pour les personnes de l'handisport, on va vous poser des questions rugby à 13. Et pour le rugby à 13, vous allez avoir des questions sur les Jeux paralympiques. Vous allez avoir 3 questions chacun, avec 3 réponses possibles et vous répondez par une des réponses. Le but c'est d'avoir le plus de points possible. En cas d'égalité, il y aura une question Jeux olympiques à la fin. On va commencer pour les personnes du handisport, mesdames. Quel est le club principal de rugby à 13 à Toulouse? Stade Toulousain 13, Toulouse Olympique 13 ou Toulouse 13 Broncos? Réponse numéro 2. C'est une bonne réponse. Allez, pour les personnes du rugby à 13, première question. Quand ont lieu les premiers Jeux paralympiques? 1950, 1960 ou 1970? 70. La réponse 3 du coup. 1970. 1960 à Rome. Ouais, c'était une mauvaise réponse. La bonne réponse était en 1960. 1-0 pour le handisport. On va passer à la deuxième question. Combien de tenues y a-t-il avant de rendre le ballon à l'adversaire? 3, 5 ou 1? Réponse B. Réponse 2. C'est une bonne réponse. Deuxième question paralympique pour le rugby à 13, il va falloir remonter. Combien d'éclaireurs porteront la flamme paralympique à travers un relais exceptionnel? 100, 500 ou 1000? Bon, j'avoue, les questions sont un peu plus complexes. 500, tu dis toi? Ça impacte mon salaire si je me trompe ou pas? Non. J'ai entendu la bonne réponse, mais je ne dirais pas si c'est celle-ci. Concertez-vous, messieurs, d'abord. 1000. C'est une bonne réponse. Alors on est à 2-1. Dernière question pour le handisport. Vont-elles faire un sans faute? Au rugby à 13, à combien se joue une mêlée? 6, 8 ou 7? Réponse 1. Bonne réponse. 3 sur 3, c'est bien joué. Dernière question pour les personnes du rugby à 13. Où se déroulera le tennis fauteuil lors des Jeux paralympiques 2024? Roland-Garros, le stade Tour Eiffel ou l'Arena Bercy? Roland-Garros. C'est une bonne réponse. Bon, il y a 3-1 pour l'handisport. On va quand même faire 3-2, pardon. 3-2. Alors, allez, on remet. On a perdu, mais quand même. Allez, on est dans le sport, on remet tout pour une question. C'est ça. On va faire une question et c'est une question sur
les Jeux paralympiques. Pareil, il va y avoir une question avec 3 réponses possibles. Le but, c'est de sonner pour répondre. C'est une question de rapidité. Quelle discipline paralympique a été le plus récompensée de la médaille d'or lors des Jeux paralympiques de Tokyo en 2021 ? Athlétisme, cyclisme ou tennis de table ? Athlétisme ? Tennis de table. Malheureusement, c'était le cyclisme. Et du coup, il y a match nul alors. C'était le cyclisme avec 6 médailles d'or. Voilà, merci en tout cas pour vous tous. C'est la fin du match et de cette 36e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette 36e émission avec les grands rendez-vous de la semaine à l'agenda des sportifs avec Nathan. Et oui, au programme, on retrouve jusqu'au 18 février le championnat du monde de biathlon à Nové Mesto en République tchèque. Toujours jusqu'au 18 février, les championnats du monde de tir sportif se déroulent à Granada en Espagne. Jusqu'au 17 février, les championnats du monde de natation à Doha au Qatar. Entre le 12 et le 20 février se déroulent les championnats d'Europe d'haltérophilie à Sofia en Bulgarie. Entre le 14 et le 18 février, le ski alpin sera au rendez-vous avec la Coupe du monde de femmes à Crans-Montana en Suisse. Et du 15 au 18 février pour les hommes à Kvitskjell en Norvège. Du 15 au 18 février, le patinage de vitesse, championnat du monde de simple à distance à Calgary au Canada. Entre le 16 et le 18 février, une autre Coupe du monde sera au rendez-vous. C'est celle du saut à ski en Roumanie à Raznov chez les femmes. Et au Japon, à Sapporo Okurayama chez les hommes. Du 15 au 20 février, les championnats du monde de beach soccer seront à l'honneur à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Entre le 17 et le 18 février se déroule la Coupe du monde de bobsleigh en Allemagne à Altenberg. Jusqu'au 18 février, le championnat d'Europe de lutte gréco-romaine et de lutte libre à Bucarest en Roumanie. Côté rugby et top 14, Montpellier se déplacera à l'Accor Arena pour affronter le Racing 92. Le Stade français accueillera Perpignan et le Stade toulousain recevra le premier Oyonnax. Les 3 matchs se dérouleront le 17 février. En Pro D2, Béziers recevra à domicile le Stade Montois le 16 février. Colomiers se déplace à Aurillac et Valence Romance recevra Montauban. Pour le foot, la Ligue des Champions reprend avec les 8e de finale où le PSG affrontera la Real Sociedad le 14 février dans la capitale, tout comme en Ligue Europa avec les barrages le 15 février. Le Toulouse Football Club se déplacera en terre portugaise pour affronter le Benfica. Rennes se déplacera aussi à Milan pour affronter l'AC Milan. Lens recevra Fribourg et Marseille recevra le Shakhtar Donetsk. Pour finir, le week-end du 18 février sera synonyme de Ligue 1. Le 18 février avec le Toulouse FC qui se déplacera en principauté pour la rencontre face à l'AS Monaco et Montpellier recevra Metz à la Mosson. Et au programme de la semaine prochaine, nous plongerons au cœur du basket avec l'équipe du Stade Toulousain Basket. Nous aurons le plaisir de recevoir Patrick Bayeul, président du Stade Toulousain Basketball, et Laurent Bobsu, leur entraîneur. Découvrez les coulisses de ce sport passionnant et les défis qui attendent cette équipe ambitieuse. En seconde mi-temps, capte sur les rives avec Claude Perras, président du comité départemental de pêche sportive de Haute-Garonne. Explorer les secrets de la pêche sportive et les trésors aquatiques de la région. Une émission à ne pas manquer pour les passionnés de sport et de nature. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à Michel Closier, Sébastien Villon, François Gary, Lionel Garrigue, Jérôme Abzebedo, Sabine Salmon, Alexis Sauvage, Didier Don et Bernard Pujol. C'est la 36e émission de Et si on parlait de sport. Un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Et merci aussi à toute notre équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. À Pauline Gaston-Conduite, l'animation radio et au montage, au son. Marin Depintis au montage vidéo pour les plateformes podcast. À Sébastien Coratin, notre partenaire informatique sur Saint-Père Connect pour l'ensemble du suivi des réseaux informatiques, plateformes podcast, site internet et ses conseils avisés. Et à notre tout nouveau chroniqueur et stagiaire Nathan Coquille. Bienvenue dans l'émission pour les semaines à venir. Merci Pauline. Merci Laurent et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et si on parlait de sport, la semaine prochaine.